Bueno, muy buenos días. Bonjour à tous, Bienvenidos a la bienvenue sesión à la session 3.3.3 Innovación, 3.3.3 transformación digital y el Innovation, mundo del transformation trabajo numérique et le del monde du futuro. travail Mi nombre es de Enrique l'avenir. Galicki, voy Je a m'appelle estar Eric Galecki. colaborando con Je la vais collaborer moderación avec la de modération este tan interesante de panel. ces panneaux très Antes intéressants. que nada, Avant tout, decirles je que veux vous dire abajo, que en bas, donde están los botones del Zoom, où il y a hay les uno que boutons dice du Zoom, interpretación il y en a un para los que lo appelé quieran escuchar en el interprétation idioma que lo pour deseen, ceux qui sea en veulent español, changer de en langue inglés o en en francés, espagnol, que son los français idiomas ou donde hay anglais. traducción simultánea. Ce sont les langues Allí está un avec des globito traductions simultanées. con la Il y a interpretación un para que ballon puedan avec seleccionar l'interprétation que vous aquello pouvez que lo deseen. sélectionner la langue souhaitée. Bueno, nuevamente entonces, Encore une darles fois, la je bienvenida. voulais vous donner la bienvenue. Creo que estamos ante un Je crois que tema nous sommes face muy à un interesante. sujet très Como intéressant. sabemos, la Comme nous le transformación digital savons, está la transformation impulsando numérique rápidos cambios impulse en la de naturaleza, la beaucoup de calidad y la changements dans la productividad del nature, la trabajo, con qualité et la productivité consecuencias du travail, muy avec des importantes en el conséquences mercado très laboral. importantes dans le marché Entre du travail, ellas, por un lado, el aumento parmi de la lesquelles desigualdad, por otro l'augmentation de lado, la necesidad l'inégalité, de nuevas le besoin competencias de nouvelles y el desafío compétences, de crear le trabajos défi de decentes. créer Estos son des travaux desafíos décents. muy potentes Ce para sont des los défis très decisores de importants pour ceux políticas, qui prennent les más décisions necesarias aún politiques, en este plus contexto nécessaires de encore crisis. maintenant dans ce Entonces, contexte en de esta crise, sesión, desde la dans cette perspectiva session depuis la territorial y también perspective nacional, territoriale mais aussi nationale. se trata Il de s'agit obtener más pistas d'obtenir plus para de pistes tener rutas para pour enfrentar estos avoir des voies desafíos, pour le de tener défi una de mano de obra ces con situations, avoir competencias une main-d'œuvre adecuadas, avec des compétences relaciones adéquates, laborales adecuadas a esta des nueva liens realidad de travail y en adéquats general pour cette un tema réalité et en clave para général América un Latina. sujet Tenemos clé 5 pour ponentes en l'Amérique América latine. Latina, como Il y es en a 5 el tema del orateurs contrato aujourd'hui, social, ¿verdad? comme Que le thème du apunte contrat social qui est orienté a una relación vers más une adecuada relation plus entre adéquate ciudadanía, entre les gobiernos y también el citoyens, planeta le en general. gouvernement et la planète en général. Entonces, esta sesión Alors cette habla del session futuro del parle du trabajo, futur du travail, habla también de los cambios en la des práctica y el changements dans la concepto pratique, del le concept trabajo, du de cómo travail, las nuevas comment les tecnologías nouvelles están technologies cambiando la changent disponibilidad y la les naturaleza disponibilités et del la trabajo, nature temas du como la travail, des sujets deslocalización, comme la entre otros. décentralisation, Entonces, el entre autres. objetivo Alors básicamente es compartir l'objectif, un análisis y c'est posibles partager une analyse soluciones de a possibles los problemas solutions aux generados por el problèmes impacto de la générés par transformación l'impact digital de la sobre el transformation mundo del numérique trabajo y de sur la le monde du sociedad, travail, de la société, enfatizando en la en mettant perspectiva l'accent territorial. sur la Entonces, territorialité. ¿cómo Alors, pararnos ante comment este tema nous tan placer clave a devant nivel de ce las sujet competencias humanas? clé ¿Cómo aumentar los des puestos de compétences humaines, trabajo comment augmenter les en este postes de travail contexto dans ce contexte tan difícil? si Puestos difficile. de trabajo que Des postes tengan de estabilidad y que travail tengan protección stables social. et protégés Eh, socialement. y en términos Et en generales, termes généraux, qué nuevas formas de quelle organizar nouvelle el trabajo, façon de hacer d'organisation du negocios, travail, de permiten faire du aumentar el business, poder permettent d'augmenter del mercado le y de los pouvoir du marché trabajadores et des travailleurs en esta dans situación. cette Para situation. esto tenemos un Pour panel ceci, pour ce faire, realmente nous avons un muy panel completo, très complet con 5 avec 5 expositores orateurs de diversos países de América en Latina. provenance de La divers pays de dinámica de la l'Amérique sesión va latine. a La ser la dynamique de la siguiente: session va cada être la expositor va a suivante. tener 10 Chaque orateur minutos aura 10 minutes, máximo, un maximum y de en 10 eso minutes. me disculpan, pero voy a ser Et bastante sur ce estricto. point, je vais être assez strict. Excusez-moi. 10 minutos 10 minutes para su presentación. pour leur Creo que présentation. casi todos van Je a crois presentar que ils vont tous PowerPoint, présenter pero des eso PowerPoint, es mais libre para cada uno ça de c'est los libre. expositores. Vamos a estar Nous allons recibiendo recevoir preguntas des vía questions chat. via chat. Para esto me va a estar ayudando Pour ce el faire, gran amigo Roberto mon Di Meglio ami desde Turín. Roberto de Meglio de Y él Turin con va su m'aider larguísima trayectoria y avec experiencia en sa la vaste OIT y en estos trajectoire temas dans l'Organisation que internationale du nos travail traen hoy. et dans Luego ces sujets estaremos que nous traitons aujourd'hui. devolviendo la Puis nous palabra por 3 allons minutos redonner la parole a los pendant 3 expositores minutes aux orateurs para que puedan pour qu'ils puissent bueno, reaccionar, responder réagir, répondre a las consultas que se tengan. aux consultations. Les pido entonces Je vous demande puntualidad alors porque las de la sesiones van ponctualité parce que les enganchadas sessions y vont l'une après todo lo que l'autre nos et retrasemos retrasa el día completo. tout retard va signifier un retard Y pour lo la otro, journée ya entière. termino y les Et doy la palabra, avant de vous donner la es parole, que je veux en alguna finir sesión que previa que tuvimos con los dans des expositores es que sessions presentaban préalables hacer su avec les presentación orateurs,
Ils vont donner leur présentation, mais ils vont enchaîner et accumuler et demander à propos des orateurs précédents afin que, pour ne pas répéter les mêmes concepts, et de l'autre côté, pour enrichir la table ronde au fur et à mesure qu'ils s'écoutent entre eux et qu'ils puissent reprendre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer depuis le Chili avec Fernando Verdugo, qui nous donne le plaisir d'être avec nous. Il est un professeur rural d'un titre Innovation technologique. Il est représentant populaire dans le conseil du gouvernement régional O'Higgins. Il est ex-président du conseil régional et chancelier de l'Association nationale des chanceliers régionaux du Chili. Il donne conseil senior dans des projets intelligents dans la région. Fernando, j'ai le plaisir de t'entendre pendant les prochaines 10 minutes. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, non seulement les participants du panneau, mais aussi ceux qui sont connectés. Je ne veux pas perdre plus de temps. Alors, je passe à ce que j'ai préparé comme présentation. Je vais parler sur les projets du futur, malgré le centralisme, et je vais parler de l'expérience de ma région. En 2019, le Chili observait le développement pour atteindre les défis des migrations. On a augmenté la production d'énergie solaire pour la production d'hydrogène vert. Et en ce qui concerne l'emploi, il y avait des emplois verts et une plus grande occupation de la femme. Et en fin 2019, il y a eu une révolution qui imaginait les centres, l'élite, et avec les prisonniers, des mutilations et les problèmes. Et là, les Chiliens, on a fait face, après cela, on a fait face à la COVID et les replis, les manques d'emploi, la désaccélération économique. Et parce que notre région, qu'il y a beaucoup d'activités économiques, a un gisement du cuivre dans la cordillère qui est exploité. Il y a aussi la production des fruits d'exportation pour différents marchés, surtout les marchés chinois. Et il y a la concentration des viandes blanches en destination d'Asie. En février de cette année, cette région a exporté des fruits par 576 000 millions de dollars. Et les secteurs sylvo-agropecuaires, il y a une variation annuelle en pleine crise, 84,8%. La viande de porc aussi a augmenté en accroissement et la minerie a eu un 55% d'excédent par rapport à l'année précédente parce qu'il y a eu une plus grande consommation chinoise. Alors, la consommation ne s'est pas arrêtée malgré la pandémie et c'est dont on va parler maintenant. L'économie ne s'est pas arrêtée dans notre région et il faut regarder que chaque jour, les ouvriers travaillent sans autre protection que le masque du visage. On a vu que les citoyens avaient du télétravail et aussi dans l'éducation. Mais si on sortait du périmètre de la capitale du Chili et en dehors de la capitale de notre région et comme ce qui se passe dans le reste du Chili, la qualité de l'Internet a montré être très faible. Et cela a montré la réalité d'un pays moderne qui a beaucoup de portables, il dépasse 2 fois le nombre de la population, mais qui est cependant en connectivité, c'est très faible parce qu'ils ont préféré les raisons de géopolitique au lieu de choisir un réseau 4G. La COVID-19
a provoqué un confinement dynamique. Ici au Chili, il y a une loterie des phases de confinement, des territoires fermés, et il y a d'autres territoires qui sont très ouverts, ce qui provoque un problème de marchandises. Donc, les chaînes de distribution logistique comme DHL, etc., il y a eu plusieurs entreprises qui dépassent les entreprises habituelles. Alors, ça a été intéressant de savoir comment, comme il y a un transport féministe, seulement vélo, avec des implicances vertes. Parce que l'avenir de l'emploi sont les emplois verts. Mais il y a des problèmes pour les reconnaître. Et ça a été difficile que la population les valorise pour le reste de la population. L'ajout des valeurs avec la promotion des emplois verts doit être un élément qui transforme le changement culturel pour la réinvention des modèles dépassés. Alors, et dans ces périodes de changement, il y a le surgissement des micro-logistiques, la tombée du mythe de la connectivité locale et le manque de valeurs des pratiques face à la création et à la transformation des emplois verts. Avant ces deux crises, la sociale et la sanitaire, surtout dans la région d'O'Higgins, on lidère une tournure pour le développement rural. Dans ce sens, grâce à une publication d'il y a quelques années de l'expérience allemande en coopération internationale en éducation et entraînement, nous avons contacté l'ambassadeur allemand avec la difficulté que l'on a que nous, on ne peut pas faire de la diplomatie. Donc, on a choisi de faire de la paradiplomatie. Et les problèmes d'origine dans ce contact a été, dans différentes activités, il y a une force de travail qui n'a pas de qualification, ou presque pas. Ce qui descend les indices de productivité, ce qui disent les experts. Cependant, pour ceux qui nous connaissons la réalité des travailleurs de la région, et je vous ai déjà parlé de cela, il y a un élément qui n'aide pas à comprendre la réalité. On est en présence d'une pratique de négation des savoirs, parce qu'on nie les qualifications et les compétences. Il y a une négation qui n'aide pas à la productivité vers le bas, mais qui descend, qui fait diminuer les salaires des travailleurs ruraux. La loi qui a créé le système est dans une solution de plateforme qui n'a rien à voir avec la réalité des territoires. La formalisation et accréditation des savoirs pour le travail, pour la voie des processus techniques pédagogiques adéquats, comme ceux renforcés par l'éducation autrichienne, devraient nous aider à augmenter les salaires et améliorer les pratiques de durabilité. Et on ne doit pas oublier que le travail réalise et construit l'individu. C'est pourquoi il y a une catégorie qui est supérieure à celle que l'on peut standardiser comme des marchandises. Alors, notre proposition de travail était de penser sur la valeur humaniste du travail dans l'avenir et réduire les implicances techniques pour la construction de la richesse et des applications de force.
Le défi qui impose la crise, c'est le changement de paradigme depuis la région. C'est aller dans un modèle qui valorise les travailleurs, reconnaît le travail, augmente les salaires et surtout tient compte de l'innovation et partage les bénéfices de la richesse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans ce module, il nous a été proposé de parler de l'augmentation des personnes au niveau local. C'est un grand travail quand il faut le penser depuis la localité, parce que les localités et les régions chiliennes, dans notre tradition, on n'a pas les attributions qu'a le gouvernement central en faveur d'une politique déterminée. C'est pourquoi on cherche des partenariats internationaux comme ceux-ci, comme celui qui propose Cordoba, des changements qui nécessitent des pratiques concrètes dans le travail de l'eau, des déchets, de l'innovation. Depuis la terre chilienne, on exprime qu'on veut avoir une nouvelle constitution pour notre République émanant un nouveau contrat social mettant au centre à la personne en faveur de la paix sociale, la convergence d'objectifs et une répartition juste de la ruralité dans les marges des villes contre un modèle qui nous met de côté, sans dire que le futur va manger de ce que nous travaillons dans les villes. Alors, on embrasse les villages d'Amérique latine qui subissent des répressions. Merci beaucoup. Merci, Fernando. Avec cette présentation si complète, en 10 minutes exactes. Très bien, merci. Nous te remercions. Cela va donner à parler de tout ce que tu viens de dire à ceux qui ont des problèmes avec la traduction en anglais. Il y a un problème de logiciel qu'ils essaient d'améliorer et peut-être dans les prochaines interventions, il va y avoir des améliorations. On donne la parole à Marcelo Bechara. Marcelo est de Cordoba. Il est local. Dans cette mondialisation virtuelle où l'on est, il est comptable de l'Université de Cordoba, Argentine. Il y a beaucoup de diplômes dans des universités d'Argentine, Barcelone, aux États-Unis, un grand déploiement universitaire. Il est vice-président de la Chambre de commerce extérieur de Cordoba, conseiller titulaire des anfitrions, des hôtes. Il est membre pour l'économie de la connaissance de la province de Cordoba. En 2020, il a été nommé par le journal local comme une des personnalités locales en ce qui concerne l'égalité des genres. Il présente l'indice de culture d'innovation. En 2021, il a été proposé par des prix Zoom de l'Université de Cordoba et c'est le président et fondateur de l'entreprise Voltis. Marcelo, un grand plaisir. Je te donne la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Enrique. Merci beaucoup à tous. Soyez bienvenus. Et depuis Cordoba, on vous embrasse fraternellement. Nous vivons un défi qui représente un changement d'époque, d'ère, un défi au niveau global, au niveau mondial multiple, non seulement en raison des transformations numériques, ce concept de convergence d'énergie exponentielle qui travaille dans le monde biologique, numérique et le physique, mais aussi
à cause du Covid, de la Covid, qui change en permanence l'environnement où nous vivons. C'est pour ça que le fait de vous embrasser, vous souhaitez que vous soyez en bonne santé. Quel contexte vivons-nous? Nous vivons un contexte caractérisé par 4 facteurs. En premier lieu, le renommé monde VICA volatile, incertain, complexe et ambigu, mais je ne vais pas rester dans la caractérisation de ce contexte VICA, mais en plus, voir quel comportement les personnes, les entreprises, nous devons présenter face à la volatilité de l'environnement de ce contexte. Nous devons avoir le but, le ferme but à long terme de chacun et de chaque organisation que malgré les circonstances du court terme, nous puissions baser nos décisions personnelles et de l'entreprise dans notre objectif à long terme. Pour cela, faire face à la volatilité du contexte avec un objectif clair. Second, comment soudain l'incertitude, l'accepter, ce manque de prévision. Nous devons accepter l'incertitude pour trouver les meilleurs chemins de gestion. La complexité, il faut y faire face, et l'ambiguïté, il faut y faire face avec agilité. Ça, comme une première caractéristique du contexte de ce monde VICA, pour ne pas rester dans sa caractérisation, mais aussi dans les comportements. Puis, comme deuxième caractéristique, nous vivons l'ère l'obsolescence. Et dans ce sens, il est important, comme disait Alvin Toffler, les analphabètes du siècle XX ne soient pas ceux qui ne savent lire ou écrire, mais ceux qui ne sachent pas apprendre, désapprendre. Et pour cela, l'impact que nous pouvons avoir comme êtres humains et comme organisation se trouve dans ce cercle virtueux lié à l'apprentissage et à des apprentissages pour pouvoir changer et nous transformer. La troisième caractéristique du contexte lié avec ce nouveau concept qui nous a apporté le Covid, l'out-touch économie, l'économie de bas contact, c'est le défi que nous avons maintenant, qui est humaniser les collections technologiques comme nous le faisons aujourd'hui. Une économie qui se trouve dans les iPads, dans les notebooks, dans les ordinateurs, avec une autre connexion émotionnelle qui met l'être humain au centre. Et dernier, pour caractériser le contexte, c'est le concept de changement exponentiel que nous vivons. À partir de ce point, ces changements exponentiels qui se présentent de manière massive, qualitative, systémique, notre question comme personne et comme organisation que nous devons nous poser, nos modèles, nous donnent-ils des réponses en termes linéaires d'augmentation ou en termes exponentiels, de façon que quel est le comportement que nous avons, logique, linéaire, séquentiel ou prédictif, ou bien un comportement créatif, latéral, associatif et disruptif. C'est là où joue la réponse principale face à ces contextes. La réponse principale est l'innovation. L'innovation aujourd'hui représente un champ d'études avec des concepts, des méthodologies, des outils. Et aujourd'hui, l'innovation, même si elle peut être augmentée ou radicale, c'est la grande réponse que, comme personne et organisation, nous devons fournir. Et là, ce que je vais partager pendant ces 10 minutes sont les retrouvailles, les apprentissages que nous avons réalisés à partir de la mesure de l'index des cultures d'innovation en Amérique latine, dans certains pays de la région. Quand nous parlons d'innovation, nous parlons de la culture d'innovation, où nous mettons les personnes au centre, qui est la langue franche que les organisations parlent pour pouvoir savoir ce qui est l'innovation, pourquoi innover et pourquoi la culture de l'innovation se présente comme la principale proposition unique de valeur des organisations. C'est parce qu'elles peuvent copier nos produits et nos services, mais elles ne peuvent pas copier notre culture d'innovation. C'est pour cela impulser
la culture de l'innovation en générant des entrepreneurs dans nos entreprises est clé au moment de donner non seulement des réponses à l'environnement où nous vivons, mais aussi de reconfigurer nos modèles des entreprises pour nous réinventer. Puis, les leaderships, c'est le leadership qui impulse l'engagement pour l'innovation, qui allume l'innovation, que ce soit un leadership au service des gens, un leadership en 3D qui prend l'initiative, qui est de la culture, que ce soit un leadership en bleu. En troisième lieu, le modèle de gestion. Aujourd'hui, les grandes stratégies sont devenues de petites tactiques dynamiques, flexibles et validées au fil du temps. Et à partir de là, le modèle de gestion et d'opération qui est lié, basé sur l'agilité pour pouvoir accélérer les changements nécessaires dans nos organisations. Puis, les nouvelles compétences, où il y a beaucoup de matériel dans ce sens, mais je veux prendre deux métacompétences essentielles, la flexibilité cognitive et la résilience qu'implique cet ordre altéré que la pandémie nous a apporté. La conception organisationnelle aujourd'hui, on en prend conscience d'un modèle basé sur l'ambidestrisme, avec un bras centré sur l'opération, l'efficacité et un bras focalisé sur l'innovation afin de pouvoir explorer de nouveaux chemins et de nouvelles réponses au même quoi, au même où, au même comment, au même quoi, surtout, de générer des équipes multidisciplinaires au sein de nos entreprises où la valeur de la diversité puisse être mise en évidence, où il y a des défis dans l'organisation et les directrices que nous définissons. Puis l'importance des compétences conversationnelles. Aujourd'hui, nous avons vérifié comme le langage peut générer ou restreindre au moment d'amplifier nos horizons, notre capacité de réaction. Et c'est pour cela, et dans ce sens, l'innovation aussi. Le langage est action. Et l'action génère un être. Cette identité que comme organisation et personne nous avons, et principalement dans la capacité de pouvoir nous entendre, d'habiter dans la question comme une question spécifique de la personne et du directeur ou de l'entrepreneur. Puis, avoir ce concept de chercher tout d'abord l'objectif, mettre l'accent sur l'objet à long terme, que je me disais tout à l'heure, afin que toutes les décisions que nous basions au niveau de l'organisation pense dans ses buts, soit basé dans ses buts, même avec les circonstances à court terme. Dans ce sens, il s'agit de tomber amoureux tout d'abord du problème que nous avons et puis à partir de là, de sa solution, où nous puissions donner une réponse à 4 questions principales que ce contexte nous pose, liées tout d'abord au problème que nous voulons résoudre. Second, quel processus nous utilisons pour améliorer? Troisième, quelle opportunité nous voulons profiter? Quatrième, quels risques au niveau de l'organisation voulons-nous éviter? Et c'est là où le positionnement de l'innovation, que comme un concept et pouvoir donner de nouvelles idées qui ajoutent de la valeur, c'est pouvoir circuler naturellement ce concept qui va depuis l'ambiguïté jusqu'à l'incertitude et assumer des risques concrets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens, ceux qui sommes devant les entreprises, nous devons gérer les risques, mais aussi être des navigateurs de cette incertitude, être des explorateurs de cette ambiguïté. Comme concept final, il n'y a pas de culture de l'innovation sans une innovation durable. Puis, le nom du jeu est co-créé. L'innovation est un processus collectif et évolutif et que, principalement, la transformation commence par les personnes. Le désir depuis Cordoba que nous puissions, lors de ce forum, nous inspirer en ensemble, apprendre collectivement
collaborer sans intérêt secondaire et être un impact important. Merci beaucoup. Marcelo, merci beaucoup de ta présentation si riche qui nous a fait beaucoup penser dans le meilleur des sens, dû à la quantité de concepts, les inquiétudes, la richesse conceptuelle. Nous savons qu'elle n'est pas que théorique, mais dans ton cas, elle vient aussi d'une pratique très étendue. En prenant ce que tu disais à partir de la co-création, je continue à vous inviter à poser des questions, des commentaires dans le chat. Si nous avons le temps, nous pourrons ouvrir éventuellement les micros, mais pour l'instant, nous recevons des commentaires par le chat. Je vais dire bonjour à quelques amis que je vois par ici, Jorge Pellicci, Emilio Rabasco et tout le FAMSI qui, depuis le premier Forum mondial, a marqué le chemin, a donné une ligne. Réellement, c'est un grand choix de pouvoir partager 10 ans après avec le FAMSI cette aventure dans laquelle nous continuons, heureusement, ensemble à créer. Emilio, c'est un vrai plaisir de te revoir ici. Il y a des amis, Joaquín Galván du Mexique, il y a des amis de l'Uruguay qui sont ici et aussi au reste des participants. Nous allons donner la parole à Laura Toaré, directrice nationale de développement régional PYME du ministère du développement productif de l'Argentine. Elle est ma collègue, elle a une licence en sociologie de l'Université de Buenos Aires. Elle a fait la spécialisation de gestion de l'innovation et de l'innovation et la maîtrise développement industriel de l'UTN. Elle a travaillé dans la fonction publique municipale. Elle a un peu des deux mondes, le national et le territorial, comme directrice d'investissement du commerce extérieur en concevant des politiques pour le développement territorial dans la mairie de General San Martín. Il a aussi participé à divers programmes d'assistance technique aux PYME. Et c'est un vrai plaisir de te donner la parole pour les prochaines 10 minutes. Merci beaucoup, Enrique. Un plaisir de vous saluer et de partager cet espace. Je vais présenter un PowerPoint. Donc, je dis que mon intervention va être visée sur la compétence que l'on a dans la direction nationale et dans le secrétariat des petites et moyennes entreprises, comme à l'abordage des politiques publiques nationales sur les petites et moyennes entreprises de la nation. Dans cette ligne, je veux vous montrer d'où on part. Dans cette image, vous pouvez voir une étude du Centre d'études pour la production du ministère qui établit la hétérogénéité structurelle de notre pays en ce qui concerne le nombre de sociétés tous les 1000 habitants, mais aussi les emplois enregistrés, et on voit qu'il y a une grande asymétrie en termes de territoire en ce qui concerne la forme de travail, les sociétés, etc. Et si on voit les salaires, la moyenne des salaires, on voit aussi une asymétrie très importante entre les territoires. Donc, toute la politique publique que l'on planifie du ministère vise à réduire ces asymétries qui ont été beaucoup plus évidentes dans le contexte de la pandémie et de réduire les brèches de productivité à l'intérieur dans les petites et moyennes entreprises. Et je veux vous montrer tous les défis que l'on a en ligne avec la thématique de ce panneau. Nous considérons que tous les secteurs productifs sont importants et qu'il faut exporter plus, non simplement pour l'entrée des revenus, mais aussi parce qu'il fait la promotion de la nation, et ça, c'est un défi clé pour réduire l'asymétrie territoriale dans les provinces et même à l'intérieur d'elles. Pour réduire les brèches des salaires,
la brèche dans les genres. Pour cela, il faut encourager l'emploi les emplois qualifiés et en considérant ces asymétries territoriales, il faut aussi renforcer les institutions pour les secteurs productifs qui font partie, ce sont des parties clés pour la production et de promouvoir aussi la transformation numérique qui a été mise en évidence dans ce contexte de pandémie et qui a accéléré ce processus. Dans cette ligne, les axes stratégiques sont l'inclusion financière, le développement régional, l'amélioration de la productivité, le développement exportateur, l'augmentation de la compétitivité et dans toutes nos politiques, il y a la perspective des genres, un axe transversal à être considéré, à être pris en compte. Je veux m'arrêter un peu sur ces deux grands blocs de cet abordage orienté aux deux thématiques dont je vous ai parlé. Encourager les institutions et les capacités territoriales dans cette ligne. Il y a un grand nombre de mesures avec d'autres organismes, avec les universités, les centres de services technologiques, les centres des entreprises, les agences de développement local et aussi les consensus des clusters entre entreprises. Une grande politique qui a été mise en marche et qui n'avait pas de modèle avant, c'est une stratégie d'encouragement aux sociétés d'appui. D'un côté, nous sommes en train de créer des centres de petites et moyennes entreprises, non seulement pour qu'ils diffusent nos outils dans le territoire et dans les gouvernements nationaux, mais aussi pour pouvoir partager leur expertise avec les besoins et qu'ils nous accompagnent dans la formation et dans les nouveaux défis qui présentent avec les savoir-faire des universités. C'est un rôle d'extension, mais aussi d'accompagnement direct aux petites et moyennes entreprises. C'est la première fois que l'on a un lien de ce type avec les universités nationales. Une autre ligne de projet que l'on est en train de faire, c'est l'accompagnement institutionnel des agences de développement local et les centres des entreprises qui donnent assistance aux petites et moyennes entreprises. Il y a des outils avec des apports pour mettre en place ces projets et engendrer des projets liés aux chaînes de valeur prioritaires dans les centres où elles sont. Alors, cela, c'est pour montrer la réalité de chaque région, pour essayer de travailler avec ces asymétries dont je vous avais déjà parlé. Les thématiques à travailler sont la transformation numérique, l'ajout des valeurs en origine, l'incorporation d'innovation et technologies, la qualification des ressources humaines. Il y a un autre bloc dont je voulais parler, c'est la création. Et là, il y a un grand nombre et aussi une plateforme virtuelle sur les tendances et défis qui exigent les modèles productifs. Un système de certification et accréditation des concurrences et la création de deux nouveaux espaces comme c'est l'Observatoire de la formation PYME et ces deux instances veulent proposer de faire un nouveau consensus pour les nouvelles exigences du secteur et servent d'instrument pour la planification des politiques publiques. Pour ne pas prendre trop de temps, je pourrais parler de ces points, mais comme conclusion, je voulais présenter ces conclusions.
présenter ses conclusions et défis. Et il est fondamental de les présenter pour réduire ces brèches structurelles dont je parlais et promouvoir la réactivation productive aussi dans le cadre de la pandémie et le cadre actuel visant les nouvelles technologies et les nouveaux paradigmes. Dans cette ligne, c'est de créer des outils dirigés et orientés vers la transformation numérique, renforcer les institutions territoriales et les capacités propres des territoires. Nous pensons que les gouvernements locaux, les micro-régions, les territoires ont des capacités endogènes pour promouvoir ces capacités. Alors, notre politique est multiniveau et pour encourager et accompagner ces processus de dialogue et en articulation publique-privée pour améliorer notre axe qui est la compétitivité et la productivité des sociétés. Alors, dans cette ligne, renforcer les institutions, nécessairement, c'est quelque chose, c'est clé pour accompagner les sociétés dans ces nouveaux paradigmes, mais aussi des travailleurs dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Et un autre des points clés, pour finir, c'est de renforcer et l'articulation entre les différents modèles de gouvernement pour réussir une plus grande capillarité dans les politiques internationales et prendre en compte les particularités des territoires. Alors, pour finir, c'était ces points-là dont je voulais vous parler. Ça va avec le temps, Enrique? C'est juste. Voilà. Voilà. Je n'ai pas dû t'avertir. Tu as bien pris compte du temps. Merci beaucoup, Laura. Une présentation nationale très intéressante vers l'été avec une visée territoriale très bien appliquée aux petites et moyennes entreprises. J'ai beaucoup aimé les renforcements du territoire, de l'entourage, depuis les asymétries et les brèches. Bon, j'ai bien aimé tous ces sujets dont tu as parlé. Et c'est sûrement, après on va reprendre. Maintenant, je vais donner la parole à Rafael Boreira du SEBRAE du Brésil. Il va faire son exposition en anglais. Rafael est économiste où elle travaille avec la transformation numérique. De 2016 à 2018, il a travaillé comme assistant. Il a coordonné les initiatives de l'institution en 2020 et 2021. Il a coordonné la recherche sur les impacts de la pandémie du coronavirus dans les petites et moyennes entreprises. Il a un master dans l'Université de Brasilia, de Maryland aussi, dans l'Université de Maryland aussi. En 2015, il a fondé le site Économie des services. C'est un référent dans la thématique de l'économie et des services numériques. Et dans les secteurs de recherche, c'est la productivité, le commerce extérieur et l'économie numérique et l'entrepreneuriat. Vous avez 10 minutes pour présenter. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a hablar en inglés porque solo hablo. Je vais parler en anglais parce que je ne parle qu'en portugnol. C'est mis en anglais. Je vais mettre ici Je vais placer ma présentation. Je vous demande de m'attendre un instant, s'il vous plaît. Can you see my screen? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Yes, it's okay. And your kids too are there. Oui. Yeah, I'm sorry. I have a 2-year-old baby. Ici, nous entendons tes enfants. Mon bébé est ici avec moi. Okay. Nous voyons ta présentation.
Alors, pour comprendre la révolution numérique, nous devons comprendre l'économie des services. Pourquoi sont-ils importants, ces services, dans cette discussion? Parce que nous allons parler de la transformation structurelle. Typiquement, toutes les économies migrent de l'agriculture vers la manufacture et les services. Et depuis là, ils commencent à interagir. Alors, la manufacture a avancé, requiert des services professionnels et aussi les sociétés urbaines commencent à demander plus de services. Nous avons aussi différents processus de décentralisation et transfert des tiers. Lors de ce siècle XXI, nous avons dû voir comment différentes entreprises peuvent fabriquer tout le nœud pour une voiture. Mais maintenant, nous avons tous différentes tâches dans la chaîne de valeur. Et ceci veut dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises dans les secteurs des services qui travaillent de différentes manières dans la chaîne de valeur. Il y a aussi des services et des biens qui se complémentent. Il est difficile de séparer l'un de l'autre. Par exemple, les téléphones intelligents. Nous avons aussi l'industrie 4.0, des traités internationaux récents centrés sur les services. Et nous pouvons aussi parler des nouvelles technologies et des services qui sont davantage plus commercialisables. Qu'est-ce que je veux dire par là? La concurrence devient globale dans les secteurs les plus traditionnels. Par exemple, les Uber, concurrence avec les taxis, Airbnb avec les petits hôtels, Amazon versus les éditoriales locales et les magasins de livres, Netflix en concurrence avec les cinémas, des universités comme MIT, Harvard, traditionnelles et non traditionnelles, sont en concurrence avec YouTube et en même temps avec d'autres écoles. Il y a une concurrence dans tous les domaines. En peu de mots, les nouvelles technologies de production, les organisations de production et les changements dans les patrons de consommation et, du point de vue de la nature des biens manufacturés, rapportent l'industrie et les services chaque fois plus dans une relation chaque fois plus synergétique et symbiotique, où quelque chose n'est ni un bien traditionnel, ni un service traditionnel. Je suis désolé que la dernière partie de cette diapositive est en portugais, mais c'est seulement pour vous montrer la distribution du coût final d'un iPhone. Par exemple, 60% du prix final sont des revenus pour Apple. Et seul il y a 22% des revenus pour les matériaux. Le reste de la chaîne compte à peine avec un petit pourcentage de ce total. Celui-ci est un bon exemple parce que depuis Apple, au moins d'un point de vue hypothétique, c'est explicite et clair. Mais quelles sont les implications? Qu'est-ce que fait Apple? Développement, recherche, sauf logiciel, marketing. Tout ceci se trouve au sein des services. Ça veut dire qu'Apple est plutôt une entreprise de services qui produit des biens. C'est pour cela que 60% ou encore plus du revenu final correspond à cette partie de la chaîne de valeur. Ceci s'explique en grande partie, par cette courbe du sourire que nous voyons.
Elle est très différente à une chaîne de production traditionnelle. Nous avons une grande proportion de la valeur au début de la chaîne productive et à la fin de la chaîne productive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le concept, la recherche, le développement, la marque, la conception. Toutes ces activités auront davantage, de plus en plus de proportions des revenus de la chaîne de production. Les options des finances, maintenance, services, le marketing emportent une autre partie de la chaîne de valeur. Depuis le Brésil, l'Amérique latine et la grande partie de la population émergente, qui inclut les pays africains, nous trouvons au milieu de cette chaîne de valeur. Nous exportons des biens, surtout des biens de base, en faisant une grande partie du processus de fabrication. Comment pouvons-nous changer ceci afin que la valeur reste dans les nations émergentes? Dans la plupart des économies, les services sont les principaux impulseurs de la croissance. Depuis 1947, nous pouvions voir dans le graphique comment tout n'était pas tellement différent. Et la plupart des chaînes, des revenus, des chaînes de valeur, le 60% qui allait au produit interne, c'est quelque chose qui représenterait 3/4 du PBI du Brésil dans le secteur des services. Le secteur des services est très difficile à valoriser. Il faut le classer. Nous avons ce classement d'Abaji de 2012 qui les classe en deux classes, coûts et valeur. Les premiers sont les fonctions qui aident à régir les coûts de production. Par exemple, la logistique, le transport, les services d'infrastructure, les réparations, etc. Mais il y a aussi une autre catégorie qui sont les services de valeur, des fonctions qui contribuent à ajouter de la valeur, qui font une différence entre les produits et c'est comme ça qu'il augmente le prix au marché, y compris des produits d'architecture, ingénierie, des services de communication, du marketing, marques, etc. Ceci transforme un téléphone en un objet dans quelque chose dont vous avez besoin. Ce n'est plus un objet, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est un besoin. Pour parler un peu plus des services, leur relation avec la croissance. Dans 29 pays, depuis 1950, nous avons vu tous les cas de production se sont réduits. Il y a eu un stagnement expliqué par la productivité dans le service du secteur et comment celui-ci n'atteint pas les limites. Cela veut dire que la fabrication en général, comme secteur, doit s'actualiser. Car avant, faire partie de ceci n'était pas si facile de gérer et de commercialiser. La plus grande consommation est associée avec des plus grands niveaux de production. Une minute, s'il vous plaît. Celle-ci est la dernière diapositive. Donc, les services sont davantage plus importants pour la génération de valeur dans la chaîne de valeur globale. Les travaux de grandes qualifications, formation et entraînement sont très nécessaires. Ceci n'est pas concentré aux États-Unis, en Californie, même en Chine et dans des régions plus vastes. Comment pouvons-nous utiliser ces avantages de comparaison
pour impulser la valeur des services locaux. Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour impulser ces valeurs? Comment pouvons-nous éviter que les meilleurs postes et entreprises soient concentrés dans une petite partie de ville? Depuis CIBRE, nous avons quelques programmes qui nous aident à administrer ceci, comme App Digital, qui nous aide à naviguer un peu le monde numérique au sein du monde de l'entreprise. Nous avons Catalyse, qui nous aide à promouvoir de nouvelles entreprises. Aussi, on est ensemble avec plusieurs universités. Nous avons aussi Encadeamiento Productivo, qui est un programme de lien avec des entreprises, de liaison avec des entreprises plus grandes. Et aussi Brasil Mais, un programme pour la numérisation de ces processus et les faire plus efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Cela nous donne de nouveaux éléments aux présentations que nous avons vues déjà et met en évidence sur certains points essentiels de l'économie d'aujourd'hui liés aux petites et moyennes entreprises, au travail, aux entreprises, aux différents sujets que Raphaël nous a présentés et dont nous pourrons bénéficier d'ici. Dans le chat, nous avons reçu plusieurs questions conceptuelles que nous allons répondre. Nous allons les passer aux orateurs. Après la présentation suivante, il y a des questions sur des présentations PowerPoint qui ont été déjà répondues, qui vont se trouver dans le forum de la session, et aussi l'enregistrement de la session, de la totalité de la session. Vous pouvez la trouver dans le site du Forum mondial. Julien l'a répondu beaucoup mieux que moi, mais là, vous avez les réponses aux questions que vous avez posées. Je vais passer la parole à Juan Carlos Parada en Colombie. Juan Carlos, il travaille dans la chancellerie de la mairie de Bogota, avocat, spécialiste en droit public, sciences et sociologie politique, maîtrise en télécommunications éthiques. Il a travaillé plus de 10 ans comme consultant dans les télécommunications et la conception et déploiement des politiques publiques d'éthique. Il est co-auteur du manuel du gouvernement numérique et à présent, il est conseiller juridique de la haute chancellerie d'éthique en Colombie. Nous te donnons la parole et nous vous remercions. Merci beaucoup, Enrique, pour ta présentation. J'espère que vous entendez bien. Je vais déployer mon PowerPoint que j'ai préparé pour notre présentation. Oui. Alors, je salue tout le monde depuis Bogota. Je commence par dire que dans le district capital à Bogota, toute l'administration a commencé le 1er janvier 2020 avec une visée sur la consolidation d'un nouveau contrat social et environnemental pour la transformation de Bogota en ce qui concerne les besoins, les exigences de cette année. Bogota a commencé à changer dans le contexte national, a reçu à partir de la migration interne que nous avons eue en raison de différents problèmes sociaux, des guérillas que l'on a eu. Bogota était le centre donc où on a engendré des activités et qui a commencé à croître. Mais cela avait une visée d'économie traditionnelle et d'industrie traditionnelle et nous avons mis en évidence de mettre des conditions pour pouvoir faire face à ces défis que cette quatrième révolution industrielle nous impose. Dans ce cadre,
et qui a été mise en marche l'année dernière et avant la pandémie avec cette nouvelle visée vers la soutenabilité, la croissance. Nous avons parlé que nous devons travailler avec la génération de capacités, d'opportunités, à encourager la puissance des citoyens pour améliorer la qualité de vie des citoyens qui sont dans le territoire. Avec cette visée, nous avons avancé dans différents points. Et après, il y a eu la pandémie et avec elle, nous avons vu, comme tous les autres orateurs ont déjà parlé, nous avons vu que la technologie peut habiliter pour qu'il y ait des changements, mais qu'elle peut engendrer aussi élargir les brèches qui existaient déjà. Dans ce contexte, Bogota, on a pensé à 4 lignes de travail, une éducation 4.0, et c'est là pour la génération de talents en sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, pour pouvoir avoir les talents nécessaires. Nous avons habilité des espaces 4.0 pour encourager les entreprises, pour que cela augmente en Colombie, à Bogota, pardon. Alors, nous allons travailler avec un gouvernement ouvert et même si on est en pandémie, on soutient les budgets de participation pour des localités où la société a pu voter à travers les moyens électroniques, les pages web, des applications mobiles pour investir des ressources de la ville. Et nous avons créé une agence de données pour pouvoir utiliser ces éléments pour pouvoir prendre des décisions de politique basées sur ces données-là. Alors, nous avons déclaré Bogota comme territoire STEM. Cela veut dire qu'à partir de cette déclaration, nous travaillons sur des conditions pour fermer des brèches en éducation. Nous avons créé l'Académie pour la 4e révolution industrielle et nous avons activé une agence d'éducation supérieure en sciences et technologies pour attirer les talents, pour les former et pour les personnes qui travaillent dans l'administration publique, engendrer la culture des changements pour faire face à ces défis du XXIe siècle. C'est l'impact que nous voulons avoir à partir du territoire STEM. J'avance un peu plus vite. Je vais partager quand même cette présentation si vous voulez la voir. Avec cette 4e révolution industrielle, nous avons vu un impact qu'a eu Bogota en ce qui concerne les femmes et les hommes. La pandémie, le besoin de créer des conditions pour que les personnes puissent travailler avec des moyens électroniques, comme on vit maintenant avec ce scénario de pandémie. Beaucoup de femmes ont dû renoncer à l'activité économique pour gérer. Alors, mais quand même, actuellement en Colombie, on vit un scénario de discussion où la jeunesse, surtout, est dans les rues pour demander d'être écoutée, pour que leurs besoins soient répondus. Alors, nous sommes en train de l'écouter. Ils doivent avoir accès à des opportunités, ils doivent avoir accès à des formations, ils doivent être entendus, être représentés. Dans ce sens, la maire, Madame le maire, a ordonné de faire une replanification de nos actions. Et nous, par exemple, nous, dans l'Académie, voir quelles actions nous pouvons faire pour fermer cette brèche de genre et pour pouvoir donner accès aux jeunes et aux personnes qui les demandent maintenant pour pouvoir accéder au travail. Pour cela, Bogota, comme ville, en tant que ville, a pris une décision de 2 000 millions de pesos, que dans une traduction, c'est environ $, 500 millions de dollars, c'est environ, se soit réordonné pour pouvoir faire face à cette fermeture de brèche. Ils vont être dans un programme qui c'est pour la génération
des revenus, surtout dans les foyers qui sont tombés dans une grande pauvreté, pour pouvoir donner accès aux personnes qui les demandent au programme d'aide, allant depuis la facilitation des enfants dans des écoles publiques, donner accès à la cantine ou à ce qu'ils recevaient comme aliments à l'école, pour pouvoir accéder au crédit ou des microcrédits pour les petites et moyennes entreprises, même pour les personnes qui sont dans la partie productive. Cela était déjà développé, mais avec cet ordre de Mme Le Maire, nous donnons plus de ressources pour pouvoir avoir un impact plus grand pour la génération des emplois. Ce qui est très important aussi, c'est que le modèle de travail a changé. Bogota est une très grande ville. Nous sommes près de 9 millions de personnes et nous ne sommes pas concentrés dans un site spécifique. Nous sommes distribués et les déplacements sont très difficiles. Dans ce sens, nous destinons des ressources pour la génération de capacités pour que les personnes profitent des technologies pour pouvoir travailler depuis leur foyer ou leur maison et pour pouvoir devenir une ville de 30 minutes, pour ne pas avoir un déplacement de 30 minutes ou plus, mais que l'on puisse le faire sur l'espace où l'on est. Tout cela cherche à fournir la mobilité dans le travail et pour pouvoir attirer les travailleurs. Nous sommes ceux qui engendrons les habilitations et pour que cela se passe, mais il faut travailler à côté de la main avec les secteurs de production, avec les entreprises, avec l'écosystème pour que cela puisse devenir une réalité. Nous travaillons alors sur cela. Et en économie 4.0, nous accompagnons des programmes de transformation numérique, compétitivité des petites et moyennes, micro et petites et moyennes entreprises, pour l'accès au crédit, pour l'accompagnement dans les processus de transformation numérique. Nous travaillons à côté nous travaillons pour des projets. Pardon, Enrique. On soutient donc les changements, les paradigmes par rapport à ce que l'on peut engendrer des capacités pour que ces changements deviennent une réalité. Nous travaillons aussi sur des plateformes de gouvernement ouverts où, à travers la participation avec les citoyens, nous pourrions identifier les problèmes et les régler ensemble. Nous avons des agendas de transformation numérique où il y a les projets qui sont dans les projets de développement pour pouvoir viser et créer des conditions pour engendrer ces changements de paradigme et améliorer la qualité de vie dans les territoires. Enfin, je voulais vous parler qu'il y a eu la création de l'agence analytique. C'est une agence publique qui cherche pour la bonne utilisation des ressources, pour permettant de prendre des décisions de politique basées sur des données et des évidences et répondant à l'amélioration des services pour les citoyens. Enfin, et avec cela je finis, nous avons la création du laboratoire qui cherche à habiliter les changements culturels dans l'administration publique. Nous savons qu'il faut viser le travail et il faut le faire aussi dans l'administration. Nous devons faire un travail très important pour pouvoir engendrer des conditions habilitant ces transformations dans le territoire. Et je finis. Merci beaucoup, Enrique. Il y a mon contact et je vous remercie pour pouvoir nous permettre de participer à ce forum. Merci beaucoup, Juan Carlos. Merci beaucoup pour la bonne utilisation du temps, dans ce contexte, avoir pu nous accompagner dans cette activité. Comme vous avez pu le voir, nous avons dans le chat beaucoup de salutations
Il y a des remerciements. C'était 5 présentations excellentes. Donc, nous allons passer à la deuxième partie. C'est 3 minutes environ pour chacun des participants. Avec l'idée, et pour revenir à Marcelo, pour avancer sur quelque chose de co-création, pour prendre des aspects. Les 5 présentations ont été complémentaires avec les territoires comme axe, mais abordant aussi des aspects différentiels. Et c'est pourquoi ça m'a paru très riche. Juan Carlos, une question que tu as là, c'est dans le cas de Bogotá capitale. Le cas Bogotá de Mandaluz montre une crise qui déborde le territoire local et qui oblige à penser les liens avec le national et le supranational. Comment coordonner ces domaines dans les contextes de pandémie? C'est une des préoccupations qui apparaît comme question. Marcelo, on te demande comment faire pour faire une culture d'innovation dans le secteur public municipal où même les compétences sont dans une culture analogique avec une très faible compétence constitutionnelle. Et on parle surtout aux mairies de l'intérieur de Cordoba. Laura, tu as beaucoup de questions, beaucoup de demandes sur ta présentation. Tu as des très bons commentaires. On te demande comment on assiste les petites et moyennes sociétés. Alors, il y a les thèmes internationaux. Quel est le planning pour le gouvernement dans les politiques présentées, le sujet lié à l'absence de travailleurs qualifiés et spécialisés dans les compétences exigées. On demande si on fait un prélèvement de ces exigences avec les universités, surtout avec l'Université de Cordoba. C'est quelques-unes des questions qui apparaissent. Pour finir, on a environ 2 minutes pour chacun des collègues. Je suis désolée, mais c'est le temps. Je passe la parole à Fernando, depuis le Chili. Fernando Verdugo. Pendant qu'il se connecte, Marcel, je te vois là. Tu es présent? Oui, merci beaucoup, Enrique. Merci beaucoup, Gabriel, de la question. C'est un plaisir de te voir. Comment vas-tu? Pour répondre et pour laisser une réflexion finale. Tout d'abord, pour pouvoir impulser la culture d'innovation, il faut être convaincu que la culture d'innovation est la dynamique adéquate pour transformer les systèmes auxquels nous appartenons. Ne pas générer une conscience collective. Difficilement, nous pourrons transformer quelque chose si nous ne pouvons pas distinguer ce que nous voulons. Cette distinction est obtenue à partir de l'observation. Quand je parle d'observation, je parle des défis que nous avons, de pouvoir faire des expériences, de pouvoir matérialiser. Troisième, pour faire que l'innovation soit un programme et non pas un projet. Un programme commence et finit, et un programme commence et ne termine pas, le projet commence et termine. Comme un défi technologique qui nous donne la possibilité d'avoir des implémentations numérisées. Cette différence entre ce qui commence et termine, ce qui ne commence et ne termine. Créer des communautés d'apprentissage et d'action en faisant une différence entre apprendre et connaître. La connaissance est un moment, mais l'apprentissage est un processus. Que notre point soit l'application de l'apprentissage pour, à partir de cela, approfondir cette connaissance mise en action. Et dans ce sens, les compétences pour pouvoir développer liées à l'adaptabilité, la perception, la curiosité, l'écoute empathique, l'expérience, la collaboration, puis la pratique.
L'innovation devient une discipline quand elle est une pratique en permanence, en comprenant, en explorant, en matérialisant, et puis penser en grand, penser en petit et générer des résultats rapides. Je crois que dans ce sens, ce concept du triangle des Sabato est très important. La triple hélice, essayer de faire une convergence entre le secteur public, le secteur privé et l'académie. Et pour innover, finalement, la conception émotionnelle que nous devons avoir est liée à avoir un espoir intact, un enthousiasme mis en valeur, une attitude positive et c'est consacré à l'activité. Oui, toujours tu nous laisses avec beaucoup d'idées dans la tête. Ça, c'est très bon. Et c'est l'objectif de ces activités. Fernando, je te donne la parole pour ta dernière intervention. Tu as quelques minutes? Oui, merci beaucoup. Enrique, je vais affirmer d'autres choses que nous avons déjà présentées dans nos travaux. Le travail du futur est respecter le caractère éthique du travail. Éthique, épique du travail. La possibilité de construire l'homme, la femme, dans leurs travaux, ça doit être le centre de la discussion. Les savoirs locaux, comme des moteurs d'innovation. Nous, dans les gouvernements régionaux, nous avons un fonds d'innovation qui atteigne 300 000 $ par projet. Et nous avons impulsé que depuis l'offre de l'université pour l'innovation et pour la compétitivité, nous avons poussé la discussion, la conversation avec les gens dans les territoires pour que ces innovations parlent aux gens, fassent pour les gens et ne soient pas un seul projet d'innovation d'une université en pensant le territoire, que ce soit une expression du besoin du territoire, des gens, que le territoire n'est pas un paysage, un territoire est constitué par ces gens. C'est ce que nous voulons dire. Fernando, c'est très intéressant par rapport au rôle de l'académie et son lien avec le territoire. Avant de passer la parole à Laura, il y a une question de Luz que je partage personnellement, de s'il y a une évaluation, des évaluations, des politiques d'engagement, de financement, qu'il y en a, il y a beaucoup, et non pas cela, non forcément, n'est pas forcément à réduire la pauvreté. Je le pose comme un sujet pour que vous le repreniez, si vous voulez. Ce n'est pas exactement un sujet pour ce panel, mais c'est un sujet très intéressant. Laura, je te passe la parole pour 2 ou 3 minutes. Merci, Enrique. Je vais reprendre quelques-unes des questions. Je n'ai pas eu espace pour tout exposer, pour exposer toutes les politiques intégrales, mais par rapport à la transformation numérique, il y a la formation, le financement, il y a une ligne de financement spécifique pour la transformation numérique. C'est le Fonds de développement productif national qui couvre une certaine garantie et un plan fédéral qui comprend tous ces aspects. C'est pourquoi je vous ai passé la page web, parce que vous pourriez explorer plus en détail ces propositions par rapport à la feuille de route. On a établi des instances, le Conseil fédéral Petites et Moyennes Sociétés, où c'est le secrétaire qui est en tête. C'est une réunion avec tous les ministres de toutes les provinces. Et nous encourageons aussi, dans le cadre de cette pandémie, des forums régionaux de production où il y a les instances nationales se donnent des espaces pour discuter des problèmes inhérents au secteur productif par rapport aux réalités de chaque région et des en ligne. C'est le travail d'articulation avec les gouvernements locaux. C'est une autre des questions. Donc, nous travaillons dans la formation. On peut présenter des plans de formation et ils vont être accompagnés avec un financement. Mais
Nous avons aussi un dialogue et un lien permanent. Et c'est dont Marcelo parlait tout à l'heure, la construction des consensus, non pas simplement pour les changements culturels, mais aussi pour ces défis d'articulation publique et privée et avec le secteur des connaissances. Il y a beaucoup de ces lignes. 15 segundos. Et les travailleurs qualifiés dans notre instance, c'est le secteur productif, c'est le ministère du Travail, fait des prélèvements et nous articulons que la page web, vous allez pouvoir trouver ces prélèvements. Merci Laura. Tout le monde a envie d'être plus entendu parce qu'il y a eu une grande richesse conceptuelle. Rafael Moreira. Pendant qu'il se connecte, on va à Juan Carlos, à Bogotá. Merci, Enrique. Ponctuellement, en ce qui concerne les besoins, que ces actions ne peuvent être abordées que sur le local, il faut aussi pouvoir les articuler avec les actions du gouvernement national, avec les actions que l'on peut dévancer à d'autres scénarios. À Bogotá, nous avons avancé en termes de pouvoir lier les mairies qui sont proches du territoire. Bogotá n'est pas constitué comme, par exemple, Buenos Aires, mais on travaille avec ce qui est la création du département qui permet de coordonner avec des organisations satellites qui sont autour de notre ville et qui donnent des opportunités très importantes pour le développement de nouveaux emplois. Je m'excuse. C'est un scénario de pandémie, c'est ma fille qui pleure. Et donc, c'est nécessaire d'articuler cela avec les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux et les mairies qui sont autour. Et de pouvoir participer dans ce scénario où l'on apprend des bonnes pratiques internationales qui nous permettent d'enrichir cela. Et par rapport aux actions que nous avons déjà parlé, l'un de nos grands Français dans la politique, nous avons établi que toutes les actions que nous faisons doivent avoir un côté régional. Nous devons faciliter l'accès et la génération d'opportunités qui nous permettent non seulement qui permettent les citoyens de le faire en coordination avec le gouvernement national. L'un des points critiques sur lesquels nous travaillons, c'est la facilitation de l'accès à l'emploi des personnes que Bogotá et la nation a déjà formées. Je donne un exemple. L'année dernière, on a fait un effort pour donner 2000 scientifiques des données. Ils ont été formés avec des ressources de la nation et à Bogotá, on cherche comment, dans le secteur public ou privé, on donne accès à cette formation. Merci beaucoup. Et j'ai fini. Merci, Juan Carlos, pour l'effort d'avoir participé à la dernière minute et une présentation très complète. Raphaël. 2 minutes, Raphaël, rien que 2 minutes. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici. Je voulais seulement remercier encore une fois. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je crois que nous parlons d'un défi global qui exige une coordination locale. C'est vraiment quelque chose sur quoi nous devons travailler pour pouvoir numériser les petits entrepreneurs, les petites entreprises, mais cela ne suffit pas. La numérisation, c'est le premier pas. Nous devons penser aux moyens de nous assurer que les petites entreprises puissent faire la différence dans ce monde numérique. Autrement, il va s'agir seulement d'avoir une compétence pour le prix. C'est presque impossible.
d'avoir une concurrence pour le prix. Quand nous parlons des grands vendeurs comme Amazon ou d'autres, nous devons penser aux façons de travailler local, ce qui nous distingue dans le sens local. Ce qui pourra ensuite se transformer et nous donner une plus grande proportion dans les chaînes plus globales. C'est un temps de grands défis, mais je crois que nous pouvons le faire. D'accord, Raphaël. Merci beaucoup. Nous allons fermer la session. Ici, on me dépêche parce qu'il y a des gens qui attendent pour la prochaine session. L'un des pouvoirs que nous avons en tant que modérateur, en plus d'être des policiers du temps, mais je n'aurai pas le temps non plus de le faire, mais j'emporte une énorme richesse et je crois que nous tous le faisons. Nous remercions tous les orateurs. Je répète, l'une des choses les plus importantes est de rester avec l'envie de faire encore plus. Je crois que nous avons beaucoup plus de contenu avec les apports de nos collègues, avec ce qui est global, ce qui est local. Je crois que nous avons bien traité ce sujet si important dans le monde d'aujourd'hui. Alors, comme Emilio le dit, nous avons un espace de collaboration. Nous allons continuer à co-créer, comme le dit notre collègue Marcelo, dans cette logique d'innovation, comme nous l'a dit Fernando. Et je vous salue. Nous finissons à l'heure qu'on nous avait proposée. Je vous embrasse tous et nous nous verrons dans le chemin. Merci beaucoup. Une excellente modération. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, mon collègue. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.